Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Juge et légalité de crise ou état d'urgence, c'est le thème d'une conférence organisée hier après-midi au CCFN Jean Rouge de Niamey. Une conférence publique organisée en collaboration avec le club des étudiants en droit de l'université Abdoumouni Diofou de Niamey. Le résumé de cette conférence avec Michel Ligi. À l'origine, l'état d'urgence a été mis en application à 4 reprises en France, en 1955, 1958 et en 1961 suite aux événements d'Algérie. Aujourd'hui, l'état de siège est prévu à l'article 36 de la Constitution française du 4 octobre 1958. En ces termes, l'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de 12 jours n'est pas autre. C'est par une définition des termes que le conférencier a abordé le sujet qui se présente comme étant la légalisation par un État des mesures anormales en situation normale pour des questions de survie ou de défense de son intégrité territoriale. Il faudrait que le fonctionnement des institutions publiques soit interrompu, une menace grave contre l'intégrité du territoire, l'indépendance des nations, la sécurité ou l'exécution des engagements internationaux. Donc si des manquements aux règles de forme, de procédure et de compétences peuvent être admis, cela explique un bouleversement du droit commun. Concernant la légalité matérielle, des mesures qui seraient illégales de leur objet peuvent être justifiées par les circonstances en matière de police administrative. Donc on peut porter obstacle aux libertés fondamentales, aux libertés garanties par le législateur et même par la Constitution. Par exemple, on peut procéder à des arrestations sans mandat d'arrestation, ce qui fait qu'on peut procéder à des arrestations arbitraires. Elle fait prendre des mesures très graves, telles que le transfert de la compétence des juridictions civiles ordinaires aux tribunaux militaires. Le conférencier a aussi précisé que c'est dans les articles 67 et 68 de la Constitution nigérienne que ces dispositions sont prévues. Mais la décision est si grave qu'elle exige au préalable une consultation officielle du Premier ministre, de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, aucune institution de la République ne peut être dissoute ni suspendue pendant l'exercice de ses pouvoirs exceptionnels dans le souci de leur permettre de pleinement jouer leur rôle pendant toute la période. La compétence est partagée. Intéressons-nous à présent à ce phénomène de société. Il s'agit de la consommation de la drogue par les jeunes. Suivez ce reportage signé Ousmane Sidikou. Le regard évasif, l'air juvénile et mine de rien, ils affichent une certaine insouciance de leur vie. Ces jeunes, sous leur apparence de faux sérieux, sont des usagers de drogue. Plusieurs facteurs y contribuent et favorisent un tel phénomène. Il y a plusieurs facteurs. Non seulement il y a l'échec scolaire, donc là, vous voyez maintenant avec la politique de l'éducation, il y a un passage où un enfant qui n'arrive pas à avoir plus de moyenne, on le fait passer à une classe vraiment supérieure. Il y a l'échec scolaire. Nous, ça, c'est un des facteurs. Il y a aussi les talibés que les marabouts amènent dans les centres urbains pour les faire là aussi à partir des centres urbains, chacun prend son chemin. Il y a aussi les jeunes ruraux qui voient comment ils viennent dans les villes à la recherche d'une vie meilleure. Donc c'est ces facteurs-là qui font en sorte que vraiment la jeunesse s'adonne à cette consommation. Pourtant, il existe tout un arsenal de textes juridiques en la matière. L'État a signé toutes les conventions internationales et les lois nationales et surtout tout dernièrement, il y a eu même une ordonnance 99-042 du 23 novembre 1999 qui lutte contre ce phénomène. À ça s'est ajouté en 2013 un arrêté du ministère de la Santé, l'arrêté 450-19 du 17-12-2013 qui classe aussi le tramadol que nous appelons tramol dans la catégorie des drogues à haut risque. Mais l'application en est toute autre.
Et du coup, on assiste à une démission de l'État. C'est le silence de l'État qui fait en sorte que même les partenaires qui sont censés appuyer les organisations non gouvernementales, même l'État, dans cette lutte-là, ne fait rien parce que quand nous nous approchons, nous partons vers ces partenaires et ils nous disent « Ah, ça ne fait pas partie de la politique nationale, ça ne fait pas partie de la politique gouvernementale. » Ce phénomène de consommation de ces drogues, aussi alarmant et inquiétant soit-il, non seulement se passe au vu et au su de tout le monde, mais aussi aucune disposition n'est prévue par la loi pour sévir en prenant des sanctions à l'encontre de ces usagers. L'actualité dans nos régions, coup de projecteur sur un jeune de la région de Difa qui fait de la maroquinerie du nom de Adam Mani. Il est spécialisé dans la fabrication des chaussures en cuir, mais aussi à partir de plusieurs autres matières. Le reportage est signé Hassan Salem Moustapha. Ces chaussures de toutes sortes sont fabriquées au Niger, précisément à Difa. Elles sont l'œuvre du jeune artisan Adamou Mani. Ce métier est passionnant et demande beaucoup de patience, surtout avec les clients qui ne sont pas tolérants parfois. Je confectionne toutes sortes de modèles que je crée moi-même et les clients les apprécient beaucoup. Généralement, j'utilise plusieurs matières, dont la plupart importées du Nigeria. Bref, c'est un mélange de tout ce qui peut nous être utile. Surtout Makano. Ingénieux et talentueux Adamou, artisan styliste, dessert la population de Difa et alentour et même les personnes de passage apprécient les chaussures made in Difa, des chaussures confectionnées avec des matières importées du Nigeria. Vraiment, je crois que c'est un truc très spécial et puis vraiment, monsieur Agnani, j'ai jamais su que je pouvais avoir des modèles très splendides. Vraiment, c'est des trucs que j'apprécie vraiment beaucoup. Et puis, quand je les ai vus, vraiment, c'est très impressionnant. Le prix, il est abordable. S'agissant de la clientèle, Dieu merci. Parfois, on gagne beaucoup et dans le cas contraire, nous sommes confrontés au problème de mévente. Au début, j'ai commencé à travailler à la maison, mais avec le temps, je me suis installé ici. Avant, je confectionnais 1 à 2 paires. Actuellement, je peux en faire entre 7 et 10. Mais ça dépend aussi des modèles. Adamou Mani, âgé d'une trentaine d'années, a fait ses premiers pas dans le domaine de maroquinerie à Dakar au Sénégal dans les années 2000 avant de regagner le Barkaï pour s'installer définitivement en 2008. Pour le moment, il est le seul qui exerce ce métier à Difa. Je suis seul dans cet atelier pour l'instant, mais avec le temps, je ferai appel à des apprentis. Moi, j'ai appris ce métier à Dakar, au Sénégal. Ça fait pratiquement 5 ans que je l'exerce et vraiment, je ne peux que rendre grâce à Dieu car je suis en train de récolter ses fruits. Mon seul problème qui me bloque parfois, c'est le manque de nécessaire ici à Difa. Chaque fois, il faut commander et ça peut prendre beaucoup de temps avant d'arriver. Je fabrique toutes sortes de chaussures, des chaussures simples, des babouches, des souliers, etc. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ici, je fais tout. Pour exercer son métier, Adamou dispose d'une machine à coudre et d'autres accessoires. Concentré et déterminé, il confectionne plusieurs paires par jour. Des chaussures de toutes les bourses à la grande satisfaction des clients. Je suis rassuré. C'est un gros truc vraiment que j'apprécie vraiment et j'invite aussi la population vraiment. Vous voyez, ce sont des travaux de main que vraiment la population peut venir s'inscrire. Vraiment, ça va beaucoup aider la population. Vraiment, c'est très important.
La maroquinerie est une activité peu connue à Difa, mais grâce aux œuvres de Adamou, elle se développe du jour au lendemain. Des gens comme le jeune Adamou qui se débrouille avec son peu de moyens méritent d'être encouragés et soutenus. L'actualité hors de chez nous, la crise migratoire en France, le démantèlement de la jungle de Calais, c'est à partir de demain une opération délicate qui doit se faire dans le respect des droits humains. Les Français avancent lentement vers quelques dizaines de migrants visiblement très nerveux. De la rage, du désespoir, qui contraste avec la résignation de centaines d'autres. Après des mois de vie dans des conditions inhumaines, ils ont décidé de finalement accepter la proposition de la France, demander l'asile dans l'Hexagone. Lundi, que bus il revient à la jungle, je prends du bus, je viens à Siao, à d'autres villes de Français. Parce que moi je n'aime pas la jungle, je n'aime pas rester ici. Concrètement, dès demain et pendant 3 jours, les habitants de la jungle sont invités à se présenter dans cette sorte de gare routière, d'où ils seront conduits en car vers l'un des 450 centres d'accueil et d'orientation répartis sur le territoire français. 60 cars sont prévus ce lundi. À la fin de la semaine, la jungle est censée être vidée de ses occupants et complètement rasée. On leur parle et on leur donne autant d'informations que possible parce qu'on veut s'assurer que d'ici lundi, plutôt que d'être choqués ou fâchés ou apeurés, qu'ils soient pragmatiques, qu'ils sachent ce qui va se passer, qu'ils ne peuvent rien y faire, qu'ils soient prêts et qu'ils puissent se dire « Ok, on savait que ça allait arriver, il est temps d'y aller ». Reste 2 questions. D'abord, combien de récalcitrants refuseront la proposition française ? On s'attend à de vives tensions car ils pourront alors être interpellés et placés en centre de rétention. Ensuite, que deviendront les 1300 mineurs qui habitent dans le camp ? Ils sont censés être accueillis dans un centre situé à côté, mais beaucoup risquent de disparaître dans la nature dès demain. C'est un géant des médias qui vient de naître, AT&T, géant de la téléphonie et des services mobiles aux États-Unis, et rachète Time Warner, producteur légendaire de cinéma et de la télévision. La rumeur courait depuis quelques jours, l'annonce est tombée cette nuit. AT&T, géant de la téléphonie et des services mobiles aux États-Unis, rachète Time Warner, producteur légendaire de cinéma et de télévision, pour un peu plus de 85 milliards de dollars. Enjeu de cette transaction, la réunion d'un fournisseur de contenu et d'un spécialiste de la gestion des canaux pour amener ces contenus aux consommateurs. Avec l'acquisition de Time Warner, AT&T s'empare notamment de Warner Bros, de la chaîne d'info CNN ou encore de HBO, producteur notamment de Game of Thrones. Du contenu que l'opérateur compte bien valoriser. Le contenu l'emporte toujours. C'était vrai sur grand écran, à la télévision et maintenant sur les écrans mobiles. La combinaison de AT&T et Time Warner va créer une compagnie unique, leader dans l'évolution de notre façon de consommer des vidéos. Même son de cloche chez Time Warner. Joindre nos forces avec AT&T va nous permettre d'accélérer le développement de nos priorités stratégiques et l'accès à nos contenus pour nos clients sur toutes les plateformes et les appareils. La fusion doit encore être approuvée par la Commission fédérale des communications, mais déjà des voix s'élèvent contre la naissance de ce nouveau géant dont la valeur boursière pourrait dépasser les 300 milliards de dollars. Parmi ces voix, Donald Trump, qui y voit le risque d'une trop grande concentration de pouvoir dans trop peu de mains. Madame, Monsieur, fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.